À chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution de ce problème. Il n'y a jamais un problème sans solution. Ce que les gens pensent de toi n'est pas trop important. Ce qui compte pour votre réussite, c'est ce que tu penses de toi-même. Donc, si tu penses que tu peux, tu pourras. Si tu penses que tu pourras pas, tu pourras jamais. Le Sénégal, je ne l'ai pas choisi pour naître ni pour grandir. C'est Dieu qui a fait cette relation, je l'accepte, j'adore le Sénégal. Mais le Burkina Faso, je m'y suis installé parce que mon leader politique, mon seul leader, mon unique leader politique, ma référence, c'est Thomas Sankara. Je suis Ibrahim Théolam, mon métier c'est chef d'entreprise, c'est le métier que je fais depuis 19 ans et c'est un plaisir d'exercer cette fonction. Au lieu de me préoccuper sur l'impact d'Internet ou l'efficacité d'Internet ou l'apport d'Internet, je me préoccupe sur et si on n'a plus Internet. Et un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui joue sur les deux tableaux malgré sa prise de risque. Il est toujours sur gauche-droite. Ça réussit pas. Comment il faut faire. Il est toujours sur une double manette. Et c'est important. Moi, j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, je me rappelle très bien, avec 250 000. Quand je le dis aujourd'hui, certaines personnes ne croient même pas. Parce qu'on te dit qu'aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000 dollars. L'argent ou la connaissance? La connaissance. Ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Ah, non, 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 je ne réfléchis pas. Je suis né sans argent, j'ai grandi sans argent, je continue de vivre sans argent. J'ai la connaissance, ça me suffit largement pour m'impacter et impacter ma communauté. La connaissance que j'ai me permet de discuter avec vous. Je parle que de ce que je connais, de mon expérience, de mon cadre, de mon échelle, et on ne me démentit pas sur ça. C'est la connaissance plus ou moins qui nourrit la richesse et le pouvoir. Si vous avez de l'argent, la richesse sans pouvoir, tu peux finir mal. Premier élément, une personne qui veut réussir doit apprendre à connaître son environnement. Alors, c'est toujours un grand plaisir de retrouver cette communauté qui ne cesse que de grandir grâce à vos abonnés, vos likes et vos partages. Et moi aussi, à travers cet engagement, je suis toujours motivé à aller chercher vraiment des entrepreneurs méritants qui peuvent vous partager quelque chose qui peut vous permettre de construire vous aussi votre avenir, votre parcours entrepreneurial. Donc, on a eu l'occasion ces derniers mois d'inviter des grands entrepreneurs, mais mon invité d'aujourd'hui aussi fait partie de ces grands-là. Je pense qu'en regardant surtout son visage sur l'écran, vous allez le reconnaître parce que moi, j'ai eu la chance de lire l'un de ses livres en 2018, si je ne me trompe pas. Un livre très intéressant. Aujourd'hui, il a écrit plus de 8 livres. Il a une expérience vraiment extraordinaire dans le domaine de l'entrepreneuriat et un peu partout dans le monde, pour ne pas dire uniquement en Afrique. Donc, Monsieur Lam, c'est un grand plaisir de répondre à cette invitation pour partager votre expérience, votre expertise avec la communauté. Nous sommes plus de 500 000 personnes sur les différentes régions. C'est un réel plaisir pour moi et je sais que ça va être aussi pour la communauté. Mais avant de vous poser toutes mes questions que j'ai préparées, parce que depuis très fort longtemps, j'ai en train de prier, croiser les doigts pour vous croiser au jour et Dieu a voilà, fait qu'aujourd'hui, cette rêve est devenue réalité. Donc, mais présente-toi avant d'aller plus loin et ensuite, on va attaquer les questions. Très bien, Amadou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de venir et répondre à cette invitation qui me va droit au cœur. Je te félicite pour ton parcours inspirant et ta contribution remarquable auprès de la communauté. C'est un sacerdoce pour toi, moi aussi également. Donc, j'invite beaucoup d'autres acteurs à se joindre à cette manifestation volontaire d'apporter notre contribution pour le développement des talents des jeunes. Bravo en tout cas. Je suis content de séjourner chez moi au Sénégal, ma terre de naissance, ma terre d'origine, ma terre de tout. Et quand je suis en Afrique, je me sens aussi fier parce que tout simplement, nous avons cette belle culture, cette belle identité, cette belle situation qui nous donne l'opportunité de nous construire avec des valeurs sûres, tout en sachant que c'est de cette façon-là que nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice. Pour dire bonjour à votre communauté, j'aimerais juste leur adresser deux petits mots. Le premier mot s'agit de l'effort. Ce matin, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec quelques jeunes. J'ai beaucoup insisté sur cet aspect. L'effort, c'est ce que vous mobilisez tous les jours au quotidien pour préparer votre réussite. L'engagement également, c'est important pour soi et pour la communauté. S'engager signifie préparer sa réussite et lorsqu'on réussit, on impacte la communauté parce qu'on a créé un bien, on a créé un service, parce qu'on a innové. En tout cas, c'est sur ces termes-là que je vais te dire que j'accepte volontiers de réfléchir pour répondre à tes questions. Ce sera un honneur pour moi également de répondre à cœur ouvert, sans hypocrisie, pour permettre à notre communauté d'en tirer quelques enseignements pour ce qui les intéresse et pour d'autres éléments.
on peut les jeter à la poubelle. Je suis là. C'est très intéressant. Comme vous le savez, hein, le décor est bien planté. Vous savez que vraiment, on aura aujourd'hui une émission vraiment, je peux dire, extraordinaire, riche de connaissances et de savoir. Et moi, j'aime bien le dire à ma communauté, la seule chose qui peut voilà, permettre à quelqu'un de réussir, plus que l'autre, c'est la connaissance. Moi, M. Lam, j'ai une question. J'ai des questions, même quelque chose qui me vient juste tout de suite à l'esprit, à l'idée. Est-ce que M. Lam était préparé à être entrepreneur? Souvent, quand vous avez certains parcours comme vous avez eu la chance de faire vos études, d'avoir certains niveaux, d'habitude, ces genres de personnes sont préparées à être entrées dans la fonction publique, ces genres de choses. Pourquoi M. Lam s'est lancé dans l'entrepreneuriat? Quel était vraiment le déclic ou la motivation? Alors, juste à votre première interprétation avant la question, il est important que je signale ceci. Je suis né dans une famille où la maman n'a pas fréquenté l'école et elle entreprend. Tout de suite, quand vous voyez votre parent s'engager dans l'entrepreneuriat avec des activités à gauche, à droite, pour soutenir la famille, vous pouvez cultiver cette possibilité de réfléchir et de vous dire, mais écoute, après tout, elle gagne sa vie. Ça peut être un déclic. Ce n'est pas le principal, mais ça peut être un déclic pour moi. Le deuxième élément qui est important, j'ai fréquenté plusieurs personnes qui n'ont pas été à l'école et qui ont toujours montré quels sont les meilleurs remèdes en termes de solutions pour nos problèmes. Le cas des femmes est illustratif de bonnes pratiques. Le cas des artisans et des jeunes du secteur informel. Ces braves individus n'ont pas eu l'opportunité d'aller à l'école ou de fréquenter beaucoup les bons pour mobiliser leurs énergies. Et ces personnes sont utiles à la communauté en créant beaucoup d'innovations. Et finalement, je peux tirer un enseignement très précis. Le fait d'observer son environnement et de se concentrer sur ses acquis pour faire quelque chose pour soi-même, pour pousser quelqu'un à croire à l'entrepreneuriat. Parce que tu peux te dire en tant que jeune, cette personne qui n'a pas été à l'école a réussi à avoir un tel succès. Moi qui suis à l'école avec un encadrement assez précis, je peux également faire quelque chose pour ma communauté. Troisième élément, j'essaye de lier en fonction de mon parcours par rapport à la question pour que ça soit plus pédagogique. C'est pourquoi je l'ai introduit ainsi. Donc je reviens sur le troisième élément. J'ai fait mes études pour la grande partie ici en Afrique, au Sénégal, à Kaolack, à Dakar. En France, pour terminer le cycle, et surtout ma préparation de rentrer en école de commerce. Dans ces types d'écoles, quand on y rentre, on n'a pas besoin de se poser la question de savoir où est-ce que je vais travailler à la fin de mon parcours. Parce qu'avant même que le programme se termine, les entreprises viennent vous chercher parce que les meilleurs talents se trouvent en général dans les grandes écoles de commerce en France. Donc pour moi, j'étais épargné de toute recherche d'emploi à la fin de mon parcours. Cette situation est amplifiée d'avec le parcours que j'ai eu à l'université Cheikh Anta Diop, à la faculté des sciences économiques et de gestion, où nous avons appris avec plusieurs étudiants à commencer à nous initier sur des petites activités. Donc là où je suis passé, sur les deux fronts, j'ai toujours eu l'opportunité de fréquenter des personnes qui s'activent sur des projets communautaires où on n'a pas besoin de gagner de l'argent pour nous engager. Ensuite, le fait de me déterminer moi-même à ne pas penser à trouver un travail et à le créer, et de penser qu'une fois qu'on a cet univers d'école de commerce et la possibilité d'exercer nos talents, nous n'avons pas besoin de préparer un CV pour le poster chez les recruteurs afin de bénéficier d'un entretien d'embauche. Pour moi, tout était réuni pour que je choisisse l'entrepreneuriat comme moyen. Il n'a jamais été question de penser à l'argent parce que je ne connaissais même pas la valeur de l'argent au moment où j'envisageais l'entrepreneuriat. Il n'est pas question de notoriété parce que je n'y pensais pas du tout. En 2005, lorsque je créais ma première boîte à Paris, j'étais loin d'imaginer qu'on pouvait avoir de la notoriété en étant entrepreneur. La seule chose qui était dans ma tête, je veux entreprendre
parce que j'ai des compétences, je veux rester libre. Mais je ne savais pas que ça pouvait donner d'autres élans jusqu'à l'ouverture d'une autre partie de ma vie, une fenêtre, l'écriture. En fait, finalement, je me dis, le fait, en tout cas, de profiter de son environnement, de croire à ses talents, d'essayer, ça peut te pousser à croire à ta vision et de réussir avec succès. Mais cette réussite est accompagnée de plusieurs obstacles sur lesquels il faut réfléchir toujours pour trouver les meilleures pistes de solutions. C'est très intéressant. J'ai discuté avec un ami, un grand entrepreneur. Je lui ai dit que tout le temps, moi, je n'ai pas eu cette sens d'aller à l'école. Il m'a dit, c'est que ne dites plus jamais que tu n'as pas eu la sens d'aller à l'école. Il m'a offert un livre qui s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la sens de rater ses études », écrit par Olivier Roland. Donc, il m'a expliqué le parcours de Mbaye AMG, etc. Donc, comme vous venez de le dire, toutes les personnes qui n'ont pas souvent allé à l'école sont débrouillards pour faire des choses. Et donc, c'est très, très intéressant. Et alors, vous avez vraiment une expérience au niveau de l'Afrique, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon, etc. Quand vous voyez la jeunesse africaine aujourd'hui, et l'entrepreneuriat, je peux même dire que ça devient une mode. Tout le monde dit que je veux devenir entrepreneuriat. Est-ce que vous avez de l'espoir que cet entrepreneuriat peut être une solution pour le développement de l'Afrique? C'est-à-dire que votre vision de l'entrepreneuriat en Afrique aujourd'hui. Alors, quand on me pose cette question, je n'ai jamais une réponse exacte. Parce que la question est tellement complexe que je ne peux pas me permettre d'avoir un seul itinéraire pour donner mon point de vue. Okay. Ce que je fais, en tout cas qui est plus simple pour moi, c'est d'exposer les constats. Maintenant, chaque interlocuteur peut en tirer ses propres enseignements. Je préfère raisonner ainsi. Ça me permet de ne pas prendre position. Ça me permet également de ne pas forcer ma vision. Alors, en termes de constat, ce que je peux partager avec la communauté, c'est que nous sommes en Afrique où nous vivons en essayant de trouver des solutions à nos problèmes. Comme nous sommes un continent, nous avons des besoins. Besoin de manger, besoin de communiquer, besoin de se vêtir, besoin d'aller à l'école, besoin de communiquer, besoin de réussir. Mais si vous imaginez notre futur, vous pouvez vous rendre compte que sans les produits qui viennent de l'étranger, et les services qui viennent de l'étranger, nous aurons du mal à nous projeter. Pour ceux qui ont des problèmes de vue et qui ont besoin de lunettes, les achètent grâce à l'expertise des autres pays. Nous, on ne fabrique pas des lunettes en tant qu'Africains pour satisfaire cette demande. Donc, le marché des lunettes, surtout des lunettes qui corrigent nos vues, est totalement sous la responsabilité d'autres communautés. Le marché de l'habillement de façon générale, le marché de l'exploitation de l'eau, le marché de l'audiovisuel. Aujourd'hui, si Canal Horizon veut nous séparer du monde, ils peuvent imaginer de juste couper leur signal pendant une semaine. Si aujourd'hui, on veut nous faire souffrir, on peut arrêter de nous vendre Internet pendant une semaine. C'est une catastrophe pour certaines familles, pour certains entrepreneurs, pour certains acteurs de la vie. Finalement, je suis en train de dire, nous avons choisi d'établir une relation de vie avec les engagements des autres, les produits des autres, les services des autres et l'orientation de développement des autres, jusqu'à ce que nous avons un modèle basé sur l'inefficacité, nous avons un modèle basé sur ce que l'autre nous donne, et jusqu'à ce que l'autonomie manque dans nos façons de faire. Cependant, avec une grande parenthèse, en Afrique, nous avons un savoir-faire réel de nos grands-parents qui pouvaient tout de suite se concentrer sur un problème et apporter une solution. Tu as mal à la dent, la solution existe. Tu as un problème lié à ta santé, c'est les poumons, autre type de pathologie, ou bien c'est la diarrhée, on a toujours la solution. Problème de repérage, on a toujours la solution. Toutes ces astuces existent chez nous et détenues par des personnes qui n'ont pas été à l'école
Et malheureusement, ces personnes, nous n'avons pas ouvert l'espace pour qu'elles expriment leur talent. On dit souvent, comme ces personnes n'ont pas été à l'école, n'ont pas de pédagogie, n'ont pas de méthodologie, on ne les calcule pas. Or, ces personnes ont quelque chose à dire. Ces personnes ont quelque chose à apporter. Donc, tout de suite, les jeunes naviguent dans cet environnement où ce n'est pas l'Afrique qui a conçu le modèle. Le modèle africain, c'est un modèle pour lequel on suit les autres. Si l'AFD dit demain on va investir dans l'environnement, on va financer le Sénégal suivra les portes de l'environnement. Mais le Sénégal ne se concentre pas sur ses acquis, son histoire, sa culture pour développer des projets structurants. On est à la recherche de gains pour financer nos projets. On est à la recherche de partenaires pour mettre en place des programmes pour nos jeunes, pour nos femmes, pour nos communautés. Et finalement, on ne se concentre pas sur comment faire avec ce que nous avons. Et le jeune qui est étudiant, il est dans le tourbillon où l'idée, c'est juste d'aller à l'école. Mais la finalité, on ne sait pas. Il réussira à décrocher au stage, trouver un boulot, on ne sait pas. Parce que tout simplement, l'avenir ne lui est pas garanti par rapport à ce système. Comparé au jeune qui n'a pas appris à l'école comment on filme et qu'il réussit avec sa caméra de faire de belles vidéos. Comparé à ce jeune qui n'a pas appris à monter une vidéo et qui fait des merveilles, il cartonne. Et donc, je suis en train de dire, le jeune est dans un environnement complexe et des fois, il a du mal à s'orienter. Certains jeunes ont du mérite parce qu'ils essayent. Certains jeunes ont eu le courage de démarrer. Certains jeunes se sont même mis dans la peau d'un entrepreneur dès leur tendre enfance. Mais malheureusement, le soutien est très petit. Malheureusement, la considération qu'on doit apporter à ces jeunes pour en faire des champions, c'est une considération très minimaliste. Finalement, le jeune est là, avec un écosystème complexe, il se bat, il n'arrive pas à trouver les vraies tendances pour réussir. L'État qui devait encadrer tout ça pour apporter une vraie perspective de réussite des jeunes ne s'occupe pas forcément de la question centrale. L'État dit uniquement, j'ai construit des écoles, j'ai mis en place des infrastructures, j'ai organisé l'entrepreneuriat à travers des fonds d'accompagnement et des entreprises qui font du coaching. L'État s'arrête sur ce niveau de blabla assez théorique qui n'apporte pas de la valeur ajoutée. Le jeune se perd. Et l'État enfonce en prenant des positions radicales. Souvent, il est très fréquent de voir une autorité qui prend la parole, qui enfonce la jeunesse. Vous êtes paresseux, vous ne travaillez pas, vous n'êtes pas dynamique. Regardez les jeunes aux États-Unis, nous ne sommes pas les États-Unis. Regardez les jeunes en France, nous ne sommes pas la France. Regardez les jeunes au Japon, nous ne sommes pas le Japon. Nous sommes l'Afrique. Nous ne sommes pas le Japon, ni la Chine, ni la Corée, ni la Malaisie. Nous sommes l'Afrique avec nos pays, avec notre histoire. Et les autorités ne nous aident pas, ne nous soutiennent pas et ne nous donnent pas la perspective qu'il faut et nous agacent avec des discours alarmistes. Il faut travailler, il faut se motiver. Et ces autorités sont à la charge de nous. Pourquoi le ministre, il a une maison de fonction, 2 ou 3 voitures à sa disposition, une signature de milliards, un bon salaire? L'État prend en charge tout, c'est notre argent, parce que c'est nous qui payons les taxes et les impôts. Et finalement, je me dis, le ministre, il a le temps de dire que nous ne valons rien, et pourtant, c'est nous qui lui donnons de l'argent pour qu'il soit dans une situation confortable de travail, de vie également. Parce que même son carburant, c'est nous qui l'assurons à travers le budget de l'État. C'est une cotisation de tous les citoyens. Et finalement, le jeune n'a pas d'espoir par rapport à ce discours qui circule, par rapport à la position prise par l'autorité. Troisième élément que je peux ajouter, quand le jeune essaye et réussit, l'État n'en profite pas pour en faire un champion. L'État pourrait identifier ces types de jeunes, ces catégories de femmes, ces acteurs braves et les encadrer en les propulsant, en choisissant d'investir chez ces populations-là, en montrant à d'autres que si vous faites pareil, je ferai pareil. On n'a pas de modèle, on n'a pas de stratégie, on copie, on regarde ce que fait l'autre, on essaye de tâtonner, ça ne marchera pas.
Mettons les choses à plat. Réfléchissons sur nous. Faisons les choses à l'africaine. Essayons de trouver nos formules. Mobilisons-nous. Nous pouvons réussir à développer notre autonomie petit à petit. C'est ce que je pense. C'est très intéressant, ça devient même une cour magistrale pour apprendre. Alors, si je comprends bien, je voulais juste vous demander à qui la faute, mais si je comprends bien, l'État a une grande part de responsabilité. Avant de venir même sur notre troisième question, est-ce que donc, vous ne pensez pas que les entrepreneurs comme vous, qui ont fait ces constats, qui savent que vraiment l'État a un peu failli quelque part, vous ne imaginez pas un jour, je ne sais pas, vous engager pour dire que j'ai apporté, voilà, j'ai apporté quelque chose dans l'entrepreneuriat, j'ai apporté quelque chose dans la formation, dans beaucoup de domaines, mais il reste maintenant dans le domaine ou dans le niveau des prises de décision. Donc, pourquoi pas? Ou bien, ce n'est pas le rôle des entrepreneurs. Alors, la question a une double vitesse qui me passionne énormément. Je prends mon cas comme la question m'a été adressée. J'avais pensé, en étant entrepreneur, me spécialiser dans le savoir-faire intellectuel. Je peux booster ma communauté à ma manière. Et c'est ce que je pense toujours. Je me suis lancé dans la création d'écoles, création d'incubateurs, création de sociétés de conseil et de formation. Je pensais qu'il fallait passer par ça pour apporter ma contribution. Je le fais depuis 20 ans. Je suis satisfait de l'impact. Même si je ne suis pas millionnaire ni milliardaire, je vis avec la conscience tranquille en répondant à ce que la communauté m'a donné. J'ai renvoyé l'ascenseur et je veux continuer à renvoyer cet ascenseur pour d'autres personnes qui n'ont pas accès. Et pour moi, alhamdoulilah, tout va bien. Maintenant, par rapport à ta question dont je qualifie de double vitesse, la première vitesse, c'est que moi, j'ai pensé à l'entrepreneuriat, mon impact et l'impact à la communauté. Mais si tu t'engages dans ces types de réflexions, dans ces types d'actions, tes activités sont limitées à l'échelle de premier degré parce que tu ne décides pas. Moi, j'ai la chance, dans plusieurs pays d'Afrique, j'ai des amis qui sont dans les gouvernements ou qui sont dans les instances de décision. En les fréquentant, j'ai compris qu'il y a énormément de volonté, mais les actions restent pour engager ce processus de développement. Donc, les résultats sont insatisfaisants. Très souvent, je me suis posé la question de savoir, est-ce que ce n'est pas le moment de m'engager dans la politique? Cette arène est très complexe. Finalement, je me suis refusé d'y adhérer. Mais pour mon cas en tant que Sénégalais, depuis 2019, j'ai donné ma parole au docteur Boubacar Camara avec son concept Diengu Tabar, construire le Sénégal, bâtir à travers une vision forte pour accompagner les Sénégalaises et les Sénégalais à avoir des lendemains meilleurs. Et je lui ai dit de façon indirecte que je suis avec toi. En suivant ces conférences, en prenant le temps d'aller le rencontrer, discuter avec lui au téléphone, des fois, en suivant sa méthodologie. Et jusqu'à ce qu'un jour, je suis parti au Bénin pour le voir, pour lui dire maintenant c'est définitif, je suis avec toi. Parce que ton programme est convaincant, ton parcours, on peut y tirer de très bonnes leçons pour nous. Et tu as un leadership fort que tu incarnes qui peut rendre dynamique notre pays. On y va. Et pourtant, au même moment où je décidais de le suivre, j'ai des amis qui sont dans le gouvernement avec qui nous avons de très bonnes relations. Mais heureusement, nous savons faire la séparation des rôles. Ici, nous sommes des amis. Nous ne parlons pas de politique, nous parlons de nos vies. Maintenant, s'il s'agit de la politique, c'est sur un autre terrain, on se respecte, on fait ce qu'il faut faire pour que chacun se concentre sur ce qu'il croit. Et à cette occasion, quand même, je peux dire que je remercie mes amis d'avoir accepté que je me mette en posture d'opposant pendant 5 ans pour dire, nous sommes fatigués, il faut que vous quittiez pour qu'un autre régime s'installe. Et bravo,
à ce que Boubacar Camara a fait. Et bravo et félicitations également au président qui a gagné sous l'impulsion d'un Premier ministre qui a vraiment eu de l'audace et qui s'est battu avec une équipe méritante. Je les félicite, je les remercie, je les encourage. Je ne suis pas de leur côté en tant que militant, mais en tant que Sénégalais, je les soutiens avec beaucoup de conviction. J'y crois, j'ai de l'espoir. Je pense que les choses vont s'améliorer très prochainement, malgré les difficultés que ces autorités traversent. Maintenant, c'est ça que je disais, la deuxième partie de la double vitesse. Maintenant, pour cette deuxième partie, c'est vrai, il faut aller au-delà de cette casquette d'entrepreneur pour aller dans les instances de décision. En tout cas, hier soir, j'ai eu l'occasion de parler avec un ami, un entrepreneur, le directeur général de Transvie, qui me disait qu'il est en train de réfléchir avec des amis. Il va lancer une activité le 2 octobre à l'hôtel Azalaï parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est des entrepreneurs qui ont réussi. Je ne vais pas citer les autres qui sont dans le groupe, mais ils ont envie de discuter ensemble, de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays. Ouais. Et à ce niveau d'entrepreneuriat, c'est des gars qui gagnent plus de 10 millions par mois, qui conduisent de très belles voitures, qui ont des maisons assez conséquentes, avec des vies confortables. Ces personnes n'ont pas besoin de salaire de ministre pour exercer une fonction. Et ça me fait plaisir quand même que ces types de profils s'intéressent à la politique et se disent, mais attention, on ne peut pas laisser ce pays-là uniquement à des personnes qui parlent. Parce que nous, la politique que nous avons instaurée dans notre communauté, c'est des personnes à longueur de journée qui se retrouvent dans des plateaux de télévision qui ne font que discuter. Qui n'ont pas de métier. Qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas d'entreprise, qui ne font que parler. Et c'est là où j'ai dit que Abdou Diop a raison en pensant qu'il est important que nous, en tant que profil qui se débrouille tous les jours, qui recrute des salariés, qui paie des impôts, et qui se retrouve dans des difficultés de ne pas avoir de quoi payer les salaires pendant une période donnée et de développer la résilience. Mais il faut qu'on soit à la table des décisions pour pouvoir orienter certaines politiques pour notre pays. Je pense que c'est important. Mais en tout cas, moi, c'est un monde pour lequel je développe de la peur. C'est normal. C'est un monde que je ne connais pas. C'est un monde que je peux dire qui est mesquin, qui est complexe. Mais cependant, ce qu'il faut préciser, quand je dis je suis loin de ce monde, parce que je ne suis pas acteur. Mais par contre, beaucoup de mes amis, disons à 90%, sont dedans. Mais le fait d'avoir une fréquentation assez élevée de ces acteurs ne veut pas dire que je suis politicien. Il était candidat? Exactement, il est sorti 7e. Actuellement, je pense qu'il vient de se rallier à cette régime, si je ne me trompe pas. Bon, je ne veux pas parler de politique dans cette émission, mais comme en fait, vous parlez d'une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration, je veux juste dire, il a été avec le PASTEF, avec beaucoup de personnes de l'opposition pour développer une philosophie de changement de cap. Il a été un acteur majeur dans la construction de la stratégie de 2019 et qui a fait quand même la promotion de Ousmane Sonko et de son équipe. Ce n'est pas la seule personne, mais j'ai dit, il fait partie. Il fait partie, oui. Mais comme il a fait partie d'une initiative, ils avaient un deal. Tous. On est ensemble pendant les élections législatives, on se soutient, on veut avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour dicter notre politique économique. Maintenant, à la présidentielle de 2024, chacun a son candidat. Maintenant, le fait que le groupe se détache pour que chacun développe son leadership, c'est une bonne chose. C'était ça la stratégie qui a été respectée. Maintenant, au moment de la campagne, il est normal qu'on puisse se positionner en tant que leader en privilégiant son programme. Maintenant, comme il y a une situation qui s'est présentée et que le président Diomaye a été choisi par les Sénégalaises et les Sénégalais, mais Boubacar Camara n'a pas le droit de s'engager dans l'opposition. Il les a accompagnés, il a de l'expérience, il a de la notoriété, il a des acquis précis au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique, y compris la France, mais il ne peut pas se taire. Moi, s'il me demande mon avis, je lui dirai soit de s'engager avec eux pour une liste commune et d'être utile à la communauté, ou de faire une liste parallèle avec son équipe politique, avec son outil, tout en se rapprochant de l'idéologie de changement de cap
Il y aura une différence, certes, dans l'approche, mais il y aura une complémentarité. Je pense qu'à son âge, il a vraiment du mérite d'avoir de la sagesse. Je pense qu'il va conduire en suivant ces deux directions. Ça, c'est la logique politique pour un non-initié. Peut-être il a d'autres plans, je l'ignore. Hier, nous avons eu l'occasion d'échanger sur d'autres paramètres, mais j'estime que ça peut être un bon choix. Désolé d'avoir Non, c'est très intéressant. sur le sujet de la Moi, je politique. l'apprécie beaucoup. Hier, je l'ai vu à Radisson, donc j'étais encouragé. Donc, c'est un gars super bien, très intelligent. Quand on l'écoute, on sait qu'il a de la sagesse, comme vous le dites. Bon, c'était un petit parenthèse. L'émission, c'est l'entrepreneuriat. Donc, 80% des gens qui nous suivent sont des étudiants. Des gens qui n'ont pas encore des sous pour créer un business, ou bien ce sont des personnes que leurs parents ont l'habitude, voilà, c'est voilà, aller à l'école, chercher des bonnes notes, aller chercher du travail. Bien vrai que ce travail maintenant, voilà, c'est très complexe et très difficile à trouver, mais il y en a. Et dans l'un de vos livres, vous avez bien expliqué, voilà, comment vraiment entreprendre dans le milieu estudiantin, etc. Est-ce que si ces étudiants nous suivent aujourd'hui voulaient avoir une petite orientation sur comment il faut faire pour entreprendre? Merci beaucoup pour cette orientation. Et bravo à ces étudiants qui estiment qu'il est important de se mobiliser pour réussir. Mais je voudrais juste dire d'abord que ce livre, je l'ai écrit parce que j'avais estimé que le système sur lequel on veut engager les jeunes à croire à l'entrepreneuriat, c'est un moyen qui ne paye pas. Ce n'est pas palpable en termes de résultats. Comme le système n'a pas donné de très bons acquis, j'ai pensé qu'il fallait faire autrement. J'ai eu à piloter un certain nombre de programmes dans plusieurs pays où j'ai élaboré une vision de l'entrepreneuriat suivant une incubation volante, où les jeunes sont regroupés, travaillent sur des prototypes, on les accompagne, ils maturent leur projet, à la fin ils présentent avec le prototype et le projet, et on essaye de trouver un meilleur moyen de les pousser à la formalisation et à la croissance. C'est ce qu'on fait. Et pour moi, c'était un meilleur moyen de répondre à cette demande de jeunesse qui a besoin d'être encadrée. Et ici, on ne parle pas d'argent, on ne parle pas de statut social, on est dans 3 dimensions, l'environnement, l'idée et l'effort. Je constate dans mon environnement qu'il y a un besoin d'X produits. Je suis passionné de l'entrepreneuriat. Je réfléchis avec mon effort, avec mes moyens pour démarrer. Les choses vont se perfectionner au fur et à mesure de l'aventure. C'est de cette façon-là que je voyais l'entrepreneuriat. Vous savez, quand vous pratiquez des projets qui ont eu du succès, à un moment donné, il est important de les documenter. C'est pourquoi j'ai choisi l'écriture pour partager mes bonnes pratiques. Parce que je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Je ne fais pas de live. J'invite des personnes avec qui j'échange, mais ce sont des invitations un peu restreintes, on ne filme pas. Plus, je le dis aujourd'hui, je n'aime pas la télé. Je suis invité régulièrement dans des télévisions, mais je refuse systématiquement. Mais pour certaines invitations, j'accepte. Cependant, il faut ajouter que à 5 reprises, j'ai demandé à être interviewé parce que je voulais donner des positions. Mais en réalité, j'aime pas être sous le feu des projecteurs pour parler de beaucoup de sujets. Je veux plutôt écrire, transmettre, donner mon point de vue. Chacun y tire son enseignement. Ça me convient plus. Maintenant, chers étudiants, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de réussir. Je vous donne 3 clés aussi simples. Prenez le temps d'étudier votre environnement immédiat. Comprenez pourquoi tous ces bouleversements, ces changements. Essayez d'identifier les besoins des personnes dans votre communauté. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, si l'entrepreneuriat vous intéresse, créez du temps pour réfléchir sur comment matérialiser votre idée en projet réel. Et ce temps doit être un temps de recherche, un temps de lecture, un temps d'échange fructueux. Ça doit être également un temps de l'effort. Et cela me conduit à donner la 3e clé. Quand on fait de l'effort, on est dans l'action. L'action signifie, j'ai un profil de comptable, je veux exercer le métier de comptable plus tard, j'ai des aptitudes
commercial, je peux acheter des produits que je propose à la vente moyennant un bénéfice. Je m'exerce en développant des capacités et des compétences d'un entrepreneur. Le garage de mécanicien qui est à côté de chez moi a besoin de mes services en tant que comptable. Je m'essaye à vendre mon expertise. Je cherche des opportunités à gauche et à droite pour proposer des services d'amélioration, en tout cas dans mon secteur d'activité ou dans d'autres secteurs où je peux m'auto-former en tant qu'autodidacte que je propose. Exemple, Amadou Sek, qui me fait le plaisir de m'inviter aujourd'hui, n'a pas fréquenté l'école, il n'est agrégé de rien du tout dans la sphère pédagogique que nous connaissons, l'école française. Et il a essayé, en apprenant à s'exprimer en français, qu'il fasse des fautes ou pas, ce n'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'on le comprenne. Et je suis fier de lui parce qu'il a essayé, il ose, il veut s'exprimer. Donc finalement, il s'est dit, je n'ai pas besoin d'un journaliste pour faire cette émission. Je reçois un entrepreneur, je me ferai le plaisir moi-même de conduire cet entretien. Et pour moi, c'est de cette façon-là qu'il faut apprendre. Et moi, je l'accepte volontiers parce que je me dis, si tu t'essayes pas, tu ne pourras jamais avoir ce qu'il faut. Donc, le mot final par rapport à ces étudiants, c'est l'essayage. Et quand vous essayez, sachez que toujours, il peut y avoir des hauts et des bas. Il faut toujours redoubler d'efforts, développer sa capacité de résilience et surtout être persévérant. La persévérance, c'est hyper important. Donc, il faut passer à l'action. Donc, si vous avez une idée, etc. Donc, ça ne veut pas dire que forcément, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'est pas forcément si vous essayez, ça va marcher. Mais on peut être sûr que si vous n'essayez pas, ça va pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sûr que si vous essayez, ça va marcher. Ça peut ou ça peut ne pas marcher. Mais ce qui est sûr, si vous n'essayez pas, ça ne va pas marcher. Donc, comme il l'a dit, c'est hyper important d'essayer, de passer à l'action. Donc, ce que moi, j'aime bien dire, les gens qui viennent me dire comment tu as fait, je dis que la seule chose que j'ai compris, c'est que les gens pensent de toi n'est pas trop important. Ce qui compte pour votre réussite, c'est ce que tu penses de toi-même. Donc, si tu penses que tu peux, tu pourras. Si tu penses que tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais. Donc, c'est hyper important. Quand on parle de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de personnes maintenant qui nous parlent les clés du succès. Les clés du succès. Selon vous, est-ce qu'il y a des clés, principes pour réussir en entrepreneuriat? Donc, des éléments, des actions ou peu importe. Mais en tout cas, des choses que tu peux considérer peut-être comme des clés vraiment fondamentales pour réussir en entrepreneuriat. Alors, quand on parle d'entrepreneuriat et quand on parle de clés, on est dans des sphères différentes. Les statuts sont différents, les profils sont différents, les motivations sont différentes, les engagements sont différents. À chacun ses clés. Mais ce que je peux partager de 3 ordres qui peuvent être bénéfiques pour notre communauté composée de plusieurs jeunes, c'est de dire ceci. Si vous pensez que vous devez réussir, l'une des principales clés, ça doit être votre motivation à réussir. Quand on est motivé, ça ne s'arrête pas dans un échange. Ça ne s'arrête pas lors d'un forum où tu rencontres les gens, tu leur parles de ce que tu veux faire. Cette motivation a déjà un début parce que tu t'es levé pour aller rencontrer les gens. Mais cette motivation doit avoir une finalité, c'est de t'inscrire dans l'action. Ce que tu veux faire, commence-le. En le commençant, c'est avec les moyens du bord dont tu disposes. Tu veux ouvrir un restaurant et on te dit pour l'ouvrir, il faut 100 000 francs de loyer tous les fins de mois. Tu n'as pas ça. Tu peux commencer à préparer chez toi et à livrer à ta clientèle. Les bénéfices que tu auras, tu pourras les épargner. Tu peux développer ton réseau de sorte que tu auras des clients fidèles. Tu restes dans le même standard de qualité de service, prix raisonnable et confiance de la clientèle. Tu peux détecter une opportunité dans une entreprise. On peut te confier les services de traiteur, par exemple. C'est-à-dire, tant que tu n'essayes pas, tu ne peux pas imaginer la suite. Donc moi, je recommanderais à qu'il y ait des jeunes qui se soucient de leur avenir, certes, mais qui soient dans l'action. Donc, j'ai dit l'essentiel pour cette question et j'en terminerai pour dire, quand on essaye, il y aura toujours des moments imparfaits
à perfectionner, des moments à améliorer, on peut avoir la tendance de les lier à l'échec. Peu importe le dénominateur, peu importe la signification, peu importe l'appréciation, l'échec, la difficulté, le non-succès, ne pas atteindre ses résultats, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que lorsqu'on identifie ce qui nous a fait échouer, on pourra réfléchir pour trouver des pistes de solution. Il faut toujours réfléchir. Hein. Il faut toujours réfléchir. Il y a toujours, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'il y a une solution de ce problème. Il n'y a jamais un problème sans solution. Quelqu'un a dit qu'il y a juste des problèmes mal posés. Voilà, quand vous avez bien posé les problèmes, vous pouvez trouver aussi des bonnes solutions. Alors, il y a quelque chose aussi que j'aime bien taquiner, nos amis intellectuels aiment bien. Et certains entrepreneurs autodidactes ne donnent pas trop d'importance. Nous voulons avoir votre point de vue sur le business plan. Un jeune qui vient de finir ses études, il perd 1 an pour écrire un business plan. Ensuite, perdre 1 à 2 ans pour courir derrière certaines institutions financières pour trouver un financement. Et le constat est déjà clair. Sur chaque 100 jeunes, il n'y a que 2 ou 3 qui réussissent à trouver ce financement. Donc, dès le départ, toi-même, c'est comme quand il y a quelque chose qui me fait rire souvent, quand il y a un appel d'offres ou bien appel à la candidature d'un poste, exemple, secrétariat. Vous êtes venu pour déposer, vous êtes 15. Et vous, dans votre tête, vous savez qu'il y en a besoin qu'une seule personne. Et il y a des jeunes aussi qui déposent, je ne suis pas contre. Mais moi, mon analyse, c'est 90% des entrepreneurs que je connais, que je rencontre, mes amis, tout ça, ils n'ont jamais eu un financement quelque part pour démarrer un business. Ce sont des personnes qui sont lancées. Moi, j'ai lancé Vision d'Afrique en 2016, je me rappelle très bien, avec 250 000. Quand je le dis aujourd'hui, certaines personnes ne croient même pas. Parce qu'on te dit qu'aujourd'hui, on fait un chiffre d'affaires de plus de 100 000 $ parce qu'on est dans un domaine qui fait que, voilà, on fait beaucoup de transactions avec les cryptos. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas à ça. Donc, vous, quelle est votre perception? Est-ce que c'est utile, c'est nécessaire et comment bien le faire? Un business plan. Me concernant, je vais être très précis. Je suis à ma 20e année d'expérience professionnelle en tant qu'entrepreneur. Je n'ai jamais établi un business plan pour moi-même. Et pourtant, j'ai fait des grandes écoles. J'enseigne à l'université en tant que chargé d'enseignement. Et j'ai des boîtes d'incubateurs, d'accompagnement à l'entrepreneuriat, de cabinets de conseil, d'école. Personnellement, je n'ai jamais eu besoin d'élaborer un business plan pour soumettre ce document pour un financement quelconque. Ça, c'est un choix personnel. Comme il s'agit de moi, je préfère personnaliser le débat en disant ceci. Je n'ai jamais cru qu'un business plan peut donner la possibilité à un jeune d'obtenir un financement suite à notre écosystème. Pour 2 raisons. La première, nous avons un État qui n'a pas pensé à l'entrepreneuriat pour une solution d'insertion des jeunes sur le plan pratique. En théorie, on en parle, mais de façon réelle, il n'y a pas d'acte. Donc pour moi, c'est 0. Même pas 2, mais c'est 0. Parce qu'il n'y a pas d'acte. On parle, mais il n'y a pas de résultat. Le deuxième élément, c'est l'État encore. Si tu veux promouvoir les jeunes, mais tu crées un cadre, tu crées un écosystème. Permettez-moi de faire un petit clin d'œil à un autre pays qui voulait faire la même chose et qui a compris qu'il fallait un écosystème. Je peux parler de la France, là où je maîtrise le mieux, comme c'est là-bas où je vis. L'État a estimé qu'il faut de l'élite et on crée les grandes écoles pour former l'élite. Il faut que l'élite ne manque de rien. On crée les dispositions pour que si tu réussis ton concours d'école de commerce, tu as accès au financement pour tes études. On crée les conditions à ce que toi, en tant que jeune couple, jeune professionnel, que tu n'aies pas de problème pour accéder au logement. Ça, on a créé toutes les conditions pour que les gens excellent. Mais nous, on n'a créé aucune condition et on veut demander aux jeunes, soyez des génies. Si tu veux que quelqu'un devienne un génie, il faut l'accompagner à accroître ses talents. Et nous avons la chance d'avoir plusieurs personnes qui n'ont jamais établi un business plan et qui payent les personnes qui établissent des business plans. Par exemple, le gars qu'on peut considérer comme un bawal-bawal, il a sa fortune.
il a créé ses entreprises. Maintenant, s'il veut amplifier ses activités, il veut mettre en place un business plan pour décrocher un financement de 5 milliards. C'est un jeune ou un agrégé ou un spécialiste de la finance qu'il va recruter pour le temps de lui élaborer son business plan. Ça, parce que tout simplement, on lui a demandé, mais il n'a pas besoin de ça en réalité. Maintenant, il faut nuancer. Si on vous demande un business plan, parce que les conditions l'exigent pour accéder à un financement ou un accompagnement, il faut le faire. Pour preuve, je veux étayer mon argumentaire en disant que moi, j'ai écrit un livre sur le business plan. Pas pour moi, parce que j'en ai pas besoin, mais pour la communauté qui m'a déjà réclamé cet outil. Donc moi, personnellement, j'en ai pas besoin, c'est pourquoi j'en ai pas fait. Mais pour ceux qui ont besoin de business plan, il n'y a aucun problème, ils n'ont qu'à élaborer le document pour chercher. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai donné 2 raisons. Nous n'avons pas beaucoup de possibilités pour les accompagner en tant qu'État africain. La deuxième chose, on n'a pas un écosystème favorable pour que les jeunes trouvent du financement au niveau du secteur privé. Et là, ce sont nos États qui n'ont pas joué le jeu. En France, par exemple, l'État a établi des règles pour que nous, en tant qu'entrepreneurs, qu'on accède au financement sans difficulté. Donc, en résumé, utile ou pas utile, le business plan est un outil qu'on utilise, mais il est important de savoir, toi, en tant qu'entrepreneur, est-ce que tu en as besoin? Toi, en tant qu'entrepreneur également, est-ce que tu as besoin d'argent pour démarrer? Tu as dit 90% de ton entourage n'ont pas eu accès au financement pour démarrer. Moi, je n'ai pas encore vu un entrepreneur qui a démarré avec de l'argent, pour être précis. On démarre avec son génie créatif, on démarre avec le sens de l'observation, on démarre avec l'idée de croire en ses valeurs, en ses capacités, on démarre avec l'enthousiasme. C'est ce que j'ai appris, c'est-à-dire que vous avez dit quelque chose de très important. Ça, je l'ai appris avec le temps. Ça, je pense que ça peut être le message de cette interview pour tous les jeunes, si on s'en capté cette partie. Que ce soit l'État, que ce soit les banques, tous, que ce soit les institutions financières, ils financent. Ils financent. Mais écoute bien, ils ne financent pas les gens qui démarrent. Ces gens de personnes, quand ils vont financer, d'habitude, c'est eux qui t'appellent pour te financer. C'est-à-dire que tu as quelque chose de concret. Comme vous avez dit, vous avez besoin maintenant, vous avez démarré une entreprise jusqu'à faire certains chiffres. On est sûr que vous avez un immeuble même qui peut garantir 100 millions de crédits, etc. On te demande un business plan. Tu viens appeler quelqu'un, le faire vite fait. Tu ne regardes même pas, tu pars, on te donne de l'argent. Moi, j'ai remarqué ces genres de choses parce que moi, je me suis rendu compte, dans notre banque, on nous avait appelé pour nous dire que, voilà, si vous avez besoin, moi, on m'a appelé pour me dire, si vous avez besoin de crédit, c'est possible pour vous. Et je me suis rendu compte, lorsque j'ai démarré, j'avais besoin de crédit en ce moment-là, mais ce n'était pas possible. Mais quand ils sont vus, voilà, ils sont en train de voir les transactions qu'on fait dans notre compte, etc. Ils nous appellent pour nous dire ça. Donc, un jeune qui veut un financement, ce qu'il doit comprendre, il faut démarrer, mettre le système. Si ça marche, arriver à un certain niveau, vous voulez maintenant exceller le business, là, vous pouvez trouver un financement sans beaucoup de complications, je pense. Donc, il y a 2 parties sur tous nos podcasts avec des personnalités et tout. Première partie, on l'appelle question rafale. On te pose des questions où les réponses, c'est plus ou moins oui ou non, ou bien un petit développement, 30 secondes, 1 minute. Et deuxième partie, on l'appelle des questions pièges. Parce que les questions pièges, c'est quoi? On dit souvent le plus difficile, c'est de choisir, de faire un choix. Et dans cette partie, on oblige nos invités de choisir. C'est-à-dire qu'on vous donne une image. Sur l'image, il y a 2 personnages. Vous choisissez parmi ces personnages sur qui vous retrouvez le plus ses valeurs, son dynamisme, ce qu'il a réalisé, etc. parmi ces personnes. Donc, il reste plusieurs questions, mais pour jouer avec le temps, on va prendre ces questions et si on a toujours le temps, on revient encore sur ces questions-là. C'est bon? Très bien. Alors, on sait que vous êtes bien installé en France, etc. Vous vivez là-bas, mais il y a 2 pays en Afrique, peut-être qu'on pense que ce sont vraiment vos pays, comme le Sénégal. Vous êtes sénégalais, mais vous aimez bien Burkina Faso parce que je pense que depuis plusieurs années, vous êtes au Burkina Faso. C'est un pays que tu connais très bien, si je ne me trompe pas. Si on devait vous demander de choisir, de vous installer aujourd'hui définitivement sur l'un de ces pays-là, vous allez choisir laquelle? Je vais choisir pour le développement. Il me serait difficile. Parce que tout simplement, j'explique, maintenant chacun tirera sa conclusion.
Le Sénégal, je ne l'ai pas choisi pour naître ni pour grandir. C'est Dieu qui a fait cette relation. Je l'accepte. J'adore le Sénégal. Mais le Burkina Faso, je m'y suis installé parce que mon leader politique, mon seul leader, mon unique leader politique, ma référence, c'est Thomas Sankara. C'est lui qui m'a fait aimer le Burkina Faso. Et même quand j'ai donné ma parole au président Boubacar Camara, je voyais en lui un soldat de Thomas Sankara, parce que lui, il veut le changement de cap. Mais je ne peux jamais comparer quelqu'un à Thomas Sankara. Ça, c'est très clair. Donc, je préfère vivre dans Burkina Faso. deux pays. Donc, vous préférez le Burkina que notre Sénégal, hein, M. Lamsa, c'est pas gentil pour le Sénégal. Non, pas du tout. En fait, je me sens bien dans oui, les deux moi, pays. j'aime bien le pays. Par contre, ce que je veux signaler, je suis dans d'autres pays pour lesquels je me sens à l'aise. J'ai été marié avec une Camerounaise. Je connais le Cameroun comme ma poche. Je suis content d'y séjourner. Je suis en Côte d'Ivoire régulièrement. En fait, moi, je suis content d'être africain. C'est plus simple. C'est très bien. Moi aussi, en tout cas, j'aime bien Burkina. J'aime bien venir manger riz Soumbala tout le temps. Donc, je suis à Padoua. Donc, on a nos business au niveau de Ouagadémé. Donc, prochain séjour, je suis sûrement à Ouaga. Nous allons vous contacter. En tout cas, c'est très bien. Mais c'est clair, vous préférez Ouagadougou. Alors, vous avez écrit plus de, aujourd'hui, 8 livres. Donc, vous êtes écrivain, vous aimez écrire. On dit souvent que tous les lecteurs sont aussi des écrivains. Les écrivains sont des lecteurs. Aujourd'hui, vous avez écrit 8 livres. Si on devait vous demander de choisir l'une de ces deux-là, continuez à vous concentrer sur la lecture ou continuer sur l'écriture, vous allez choisir quoi? J'aime plus lire que écrire. Cependant, actuellement, comme l'écriture a de l'impact dans la vie des communautés, je vais choisir l'écriture. Mais par contre, en réalité, j'aime plus lire que écrire. Parce que la lecture me donne la possibilité d'interagir et me donne la possibilité de façonner mon cerveau et me donne la possibilité d'être impactant et surtout de développer ma capacité de réflexion. Maintenant, l'écriture, le public a jugé que c'était nécessaire parce que les mots que j'ai choisis ont de l'impact dans leur vie. Donc, c'est une question aussi un peu difficile, parce que souvent, les gens disent que si vous n'êtes pas lecteur, tu ne pourras pas devenir écrivain. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette principe? Non, je n'ai pas d'avis sur cette question. Je ne sais pas si les lecteurs sont des écrivains. Si les écrivains sont des lecteurs. Je suis incapable de répondre à cette question. Mais ce qui est sûr, les entrepreneurs les plus influents dans le monde sont des lecteurs. Ouais. Les personnes les plus intelligentes sont des lecteurs. Les personnes les plus engagées dans cette réflexion pédagogique et que tu les comprennes rapidement sont des lecteurs. Comme l'exemple de Serigne Sam Mbaye, le fils de Djily Mbaye, mon champion en matière de mouridisme et islam. Ma référence, c'est Serigne Sam Mbaye. Moi, j'ai la chance, je n'ai jamais vu Thomas Sankara. C'est mon idole, c'est ma référence, c'est mon incarnation politique et engagement patriotique. Je n'ai jamais vu Serigne Sam Mbaye. C'est ma référence au plan spirituel, idéologique, référence de vie. C'est lui qui m'a fait découvrir, c'est lui qui m'a fait l'honneur de découvrir le mouridisme. Donc l'islam de façon générale, parce que quand on parle du mouridisme, on est dans l'islam. Et cela m'a donné l'opportunité d'être un musulman ultra tolérant et d'accepter les autres communautés et de les supporter et de les soutenir. Donc moi, j'ai la chance, les deux personnes, je ne les ai jamais vues. Et ces deux personnes font en moi une véritable petite icône en fonction de ce que je peux faire pour ma communauté. C'est très intéressant. L'argent ou la connaissance? La connaissance. Ça, il n'y a pas besoin de réfléchir. Non, je ne réfléchis pas. Pourquoi j'ai besoin? Je suis né sans argent. J'ai grandi sans argent. Je continue de vivre sans argent. J'ai la connaissance, ça me suffit largement pour m'impacter et impacter ma communauté. La connaissance que j'ai me permet de discuter avec vous. Je parle que de ce que je connais, de mon expérience, de mon cadre, de mon échelle, et on ne me démentit pas sur ça. Je me limite à ça. Je vous attends sur les commentaires pour vous. C'est la même chose, même question. L'argent ou connaissance? Alors, je lis un livre très intéressant, L'homme le plus riche de tous les temps. On parlait de l'histoire de Salomon. Suleiman. On dit que Dieu lui a demandé de choisir entre la connaissance, la richesse et le pouvoir. Et lui, il a choisi la sagesse
et ensuite il a eu la richesse et le pouvoir. Ce qui veut dire que c'est la connaissance plus ou moins qui nourrit la richesse et le pouvoir. Si vous avez de l'argent, la richesse sans pouvoir, tu peux finir mal. C'est pourquoi tu vois des gens qui gagnent l'auto, qui finissent en prison, etc. Ainsi de suite. Donc, je pense que la réponse, c'est que quand on a la connaissance, on pourrait avoir l'argent. Mais si on peut avoir la connaissance sans l'argent, il y a de certaines personnes sûrement... Voilà. Alors, moi, je voulais juste apporter un petit commentaire. Je ne maîtrise pas cette histoire de Salomon. Pas du tout. Je n'ai jamais entendu parler de ça. Bravo, en tout cas, pour cet exemple. Maintenant, moi, les deux personnes que je suis dans ma vie, qui ne sont plus sur Terre, je peux me permettre d'interpréter leur lien avec cette histoire qui est passionnante. Serigne Sam Mbaye a opté pour la connaissance. Et Serigne Sam Mbaye, c'est le frère de Djily Mbaye. Leur papa, c'est un érudit exemplaire. Un moukadam. Mais c'est vrai que c'est Serigne Touba, le moudjadit. Mais je peux me permettre de dire quand même, le papa de Serigne Sam Mbaye n'était pas n'importe qui. Pas du tout. Je ne veux pas comparer. À chacun, on lui donne ce qu'il mérite. Donc Serigne Sam Mbaye a opté pour la connaissance et son frère était le plus riche du Sénégal, Djily Mbaye. Ils étaient deux, Ndiouga Kébé, Djily Mbaye. Et pourtant, lui, il a choisi la connaissance. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça a donné. Point. Maintenant, l'autre personne, c'est Thomas Sankara. Arrivé président, ce qu'il a fait, c'est de maintenir les salaires au bas de l'échelle, de promouvoir la vie réelle, plus de Mercedes, ce sont les R5, R4, les voitures normales pour faire fonctionner le pays. L'argent n'a pas d'importance. Lorsque j'ai eu à visiter sa maison à Ouagadougou, parce que je suis très ami avec sa petite sœur Odile, et j'ai eu l'occasion également d'assister au procès. Oui, le procès, j'y étais à Ouagadougou. Je me suis dit, le gars n'a laissé aucune somme d'argent, mais il nous a laissé une industrie inexploitable. Ça ne peut pas finir en termes de valeur, en termes d'orientation, en termes de vision, en termes de pratique professionnelle. Donc pour moi, la connaissance. Je reviens à la connaissance. Non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est un livre qui s'appelle L'homme le plus riche de tous les temps. Je l'ai lu, je l'ai acheté même à Dubaï. Donc c'est prouvé partout. Même sur la Bible, moi j'aime bien lire la Bible. On dit « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Il n'y a personne qui va mourir de faim par manque d'argent, mais manque de connaissances. Si on fait là. Mais c'est très intéressant. Dernière question sur cette partie. Prendre le risque de gagner beaucoup ou aussi d'avoir la possibilité de perdre ou ne pas prendre le risque de gagner un peu. Je prends que des risques, ça c'est clair. Que je gagne, que je ne gagne pas, je dois prendre des risques. Parce que j'ai opté pour la vie de l'entrepreneur, je n'ai pas besoin de réfléchir deux fois. Je suis dans l'action, exactement. Donc celui qui ne risque rien n'a rien, c'est ça qu'on dit souvent. Peut-être pour l'analyse de certains spécialistes, mais moi je dois prendre des risques, sinon je n'ai pas besoin d'exister. Ça, c'était la partie des questions rafales. Là, on a fait un peu de commentaires quand même, mais c'est très intéressant. Il y a une partie qui est beaucoup plus intéressante pour moi, beaucoup plus difficile. On aura besoin que tu fais en soi. Quand on vous donne les images, chaque image, il y a deux personnages. Vous pouvez prendre une minute, commenter les personnes, mais vous optez pour l'une de ces personnes. C'est bon? On y va. Alors, on commence... Ici, on a, je pense, deux personnes que tu connais très bien. Alors là, vous me présentez deux présidents, Macky Sall, qui est l'ancien président, et Diomaye Faye, qui est l'actuel président. Du Sénégal. Moi, je préfère juste prier pour notre pays, pour que le président Diomaye puisse trouver toutes les solutions aux problématiques qu'il a trouvées. Je ne préfère pas les comparer, parce que chacun a sa volonté, ses motivations et son engagement pour le pays. Je préfère oublier ce qui s'est passé et d'apporter mes prières pour la construction de notre pays. Ça, c'est mon rôle actuellement. Okay. D'accord. Vous préférez prendre les deux? Non, moi, je ne préfère personne. Je suis sénégalais et c'est le président Diomaye Faye qui est à la manœuvre. Je prie pour qu'il réussisse. Point final. Mais... chacun doit comprendre que j'ai tout de suite dit, et je l'ai dit à maintes reprises, que mon idole,
c'est un Burkinabé, c'est Thomas Sankara, en termes de vie, en termes de politique, en termes de tout ce que tu veux. Mon idole, sur le plan spirituel, sur le plan comportement de vie, c'est Serigne Sam Mbaye. Donc, chacun tirera ses propres conclusions. D'accord. Alors, l'objectif, c'était juste de voir notre vraiment, c'est-à-dire que leur réalisation, leur ambition et tout. Donc, il y a aussi deux entrepreneurs sénégalais, peut-être que vous connaissez très bien, et ils évoluent plus ou moins dans le même secteur. Nous voulons aussi avoir votre avis sur ces deux personnes. Si aussi vous pouvez faire deux commentaires sur ces personnages. Alors, vous me donnez l'exemple de Youssou N'Dour que je connais mieux que l'exemple de Bougane Gueye Dany. Je ne comparerai pas ces deux personnes, mais en tout cas, une chose que je peux dire pour étayer mon argumentaire, c'est qu'un entrepreneur doit être discret. Je m'en arrête là. Un entrepreneur doit être discret. Tu n'as pas besoin d'afficher, tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de bavarder, parce qu'un entrepreneur est utile. Tu m'as montré deux personnages utiles qui font des merveilles, qui sont des champions de notre communauté et qui font du bon boulot. Moi, ce que je donnerais comme orientation, un entrepreneur n'a pas besoin de prendre la parole, de parler de tout et de rien. Selon vous, les deux qui est plus discret? Non, je ne peux pas les comparer parce que je ne les connais pas personnellement. Mais Youssou N'Dour, j'ai eu l'occasion quand même d'être avec lui pendant une demi-journée parce que l'IAM avait choisi Cheikh Ahmed Tidiane Ba pour être le parrain d'une promotion. Il y avait Youssou N'Dour qui a été choisi, Cheikh Ahmed Tidiane Ba, l'ancien directeur général des impôts et domaines. Il y avait le directeur général de BNDE, Mountagassi. Il y avait Diagne de AXA. Et Cheikh Ba m'avait demandé de le représenter. Donc j'étais assis avec Youssou N'Dour pendant une demi-journée. J'ai eu à côtoyer une personne très sympathique. Une personne qui a vraiment un parcours inspirant. C'était notre première rencontre et la dernière. Donc, depuis lors, nous ne nous sommes jamais vus, nous ne communiquons pas, mais c'est une personne que j'admire. J'admire les entrepreneurs de façon générale, mais j'aime beaucoup ce critère de discrétion. Voilà, pour les entrepreneurs, c'est important. Parce que les gens qui bavardent ont de l'impact, ok. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans les maisons, qui font des miracles, qui font des merveilles et qui n'ont pas accès à la télé, qui ne parlent pas, qui font de bonnes choses et qui sont utiles. J'ai lu le livre, le biographie de Henry Ford. C'est-à-dire, comme on a posé la question, pourquoi tu ne parles pas trop de tes réalisations? Il dit que dans la vie, il y a deux choix. Il y a des gens qui parlent et des gens qui font. Et moi, je veux faire partie et je fais partie des gens qui font. Donc, je laisse les gens qui parlent. Je vous donne deux encore images. Peut-être on va un peu sortir du Sénégal. Deux entrepreneurs. Alors, Elon Musk et Dangote. Elon Musk, je ne connais pas. C'est un Américain. Me semble-t-il, c'est un très bon entrepreneur engagé. Il a une très bonne vision et c'est un gars très percutant. Je voulais juste l'encourager à continuer à être utile pour la communauté mondiale. C'est un très bon parcours. Dangote, il paraît que c'est l'homme le plus riche d'Afrique. Bravo pour sa fortune. Mais ce qu'il faut noter à titre de commentaire, c'est que le président de l'époque avait initié une opération de construire son pays avec des milliardaires du pays. Obasanjo a fait le choix de créer des champions dans des secteurs, de les accompagner et que ces champions ont investi en Afrique. C'est le cas de Dangote et le cas d'autres entrepreneurs qui ont bénéficié. Olemolo de Exactement. IBA. Donc, les comparer, c'est compliqué. Je pense que tous les deux sont utiles. Mais si je dois choisir un Africain ou un Américain ou un Français, le critère de l'entrepreneuriat et de l'utilité peut faire que j'oriente mon choix. Et tous ces deux sont des braves intellectuels, entrepreneurs, des braves sages. Elon Musk, tout ce qu'il touche, ça devient de l'or. C'est ce que j'ai entendu. Mais je ne connais pas son histoire. OpenAI, c'est tout ça. Le ChatGPT, donc. Alors, il y a une dernière image. Si on avait eu l'occasion de bien discuter, approfondir avant de venir, on ne va pas préparer, parce que c'est mon équipe qui a préparé ces images. On ne va pas mettre l'image dans cette sélection. Malheureusement, ça a été fait avant de faire cette discussion. Donc, déjà, moi, je sais que le choix est déjà fait, mais tu pourras nous faire un commentaire sur ces deux personnages. Alors, vous me montrez Ousmane Sonko et Thomas Sankara. Beaucoup de Sénégalais le considèrent comme leur Thomas Sankara. Moi, je n'ai pas de commentaire sur le parcours de Ousmane Sonko parce que sa vie politique, je ne veux pas y apporter un mot. Mais ce qu'il faut noter,
c'est l'un des Sénégalais les plus influents du monde. Il est reconnu au plan international. Ousmane Sonko, pour l'instant, ne connaît pas la valeur qu'il incarne en dehors de son pays. Nous qui sommes à l'étranger, et surtout nous qui ne sommes pas des pastifiens, qui sont objectifs, nous pouvons témoigner de cette reconnaissance qu'il a. Beaucoup de jeunes s'identifient à lui sans le connaître. Beaucoup de familles africaines s'identifient à lui. Tu donnes un cours dans une école africaine. Dès que tu arrives en tant que Sénégalais, le premier mot, Sonko, Sonko, Sonko. Vous savez, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas histoire de miracle? Mais j'ai la chance d'être un musulman et j'ai accepté ce que Dieu donnait, ce que Dieu a donné à Ousmane Sonko. C'est impressionnant comme notoriété, comme reconnaissance, comme dynamique. Mais peu importe son utilité, son parcours, son implication, je ne peux jamais comparer quelqu'un à Thomas Sankara. Il n'y a pas de photo dans mes bureaux, en général. Mais dans l'un de mes bureaux de choix, c'est là-bas où je me sens plus à l'aise. Il y a un grand poster de Thomas Sankara. C'est l'une des rares fois où je prononce le mot de Thomas Sankara dans mes discours. Ça fait 21 ans que je vis Thomas Sankara ici. Pourquoi j'ai commencé à en parler depuis la semaine dernière? Parce que je suis en train de terminer un ouvrage sur lui. Je m'étais promis, avant d'en parler, il faut que je rédige quelque chose sur lui. Donc, c'est le moment d'afficher mon attachement à l'idéologie de Thomas Sankara. Pour moi, il n'y a pas de modèle comme lui en Afrique. Quand tu parles de Thomas Sankara, tu parles de vision pour l'Afrique. Tu parles de réalité, tu parles d'histoire, tu parles d'identité. C'est vrai que des fois aussi, on peut comparer Thomas Sankara et Nelson Mandela. Moi, j'ai déjà fait mon choix chez Thomas Sankara. Mais Nelson Mandela aussi, c'est un parcours extrêmement complexe, mais sur le plan positif. Mais lui, pour en voir aussi un autre comme lui, comme personnage, ça va être compliqué. En tout cas, moi, comme je suis sénégalais, je ne peux qu'encourager le Premier ministre Ousmane Sonko à continuer le travail qu'il est en train de faire. C'est encourageant. Et quand ça vient d'une personne qui n'est pas partisan, donc c'est important. Il est mon Premier ministre, je dois lui apporter mon soutien. Il est mon Premier ministre, je veux que le Sénégal ait des progrès. Je dois être derrière lui. Point final. Maintenant, le jour où je m'opposerai à ses convictions ou à son orientation, je sais ce qu'il faut faire. Je n'en parlerai pas. Je pourrai écrire. Je voterai contre. Je mobiliserai des personnes pour que ça cesse, comme nous avons fait avec le président Macky Sall. Point final. Quand on est entrepreneur aussi, on a cette liberté de choisir, d'être objectif, de ne pas parler des personnes parce qu'on a envie de situations meilleures. Parce qu'un entrepreneur n'a peur de rien du tout, il prend des risques. Voilà. Et vous suivez l'actualité internationale? Oui. Un peu? Oui. Alors, et surtout l'actualité française. Française. Alors bon, je vais partir aux États-Unis. Les Sénégalais aiment bien l'Amérique. C'est un pays que je ne connais pas beaucoup. J'ai fréquenté en tant qu'étudiant, mais je ne connais pas beaucoup. Alors, je ne voulais même pas en parler, mais le fait que vous dites que les entrepreneurs doivent prendre des risques et tout ça, Donald Trump face à Kamala Harris. Aujourd'hui, c'est comme si que lui, l'histoire se répète. La dernière fois, pour qu'il arrive au pouvoir, il a eu la chance, ou bien, en tout cas, l'occasion d'être, comment il s'appelle, de challenger par Hillary Clinton, une femme. Aujourd'hui aussi, une autre dame, Kamala Harris. Il y a beaucoup de polémiques, beaucoup de bruit. En tant qu'entrepreneur, moi qui évolue dans le domaine de la technologie blockchain, donc c'est pourquoi ces informations m'intéressent, parce que ça impacte le cours du marché boursier tous les jours. Donald Trump qui s'intéresse à la crypto-monnaie, bingo, le cours va monter. Kamala Harris qui s'intéresse pas, c'est pourquoi aujourd'hui, Donald Trump fait des promesses qu'une fois aux Maison Blanche, automatiquement, il va régler le problème de la Russie-Ukraine.
etc., etc. Est-ce que vous avez une idée ou bien une vision de ces deux personnages? Là, je vais parler d'un sujet que je ne maîtrise pas beaucoup. Je vais rester un peu en surface pour être objectif. Déjà, si tu me présentes deux personnages, un homme, une femme, mon choix est fait, c'est une femme. J'apprécie la créativité féminine, j'apprécie le caractère féminin et j'apprécie également les valeurs qu'incarnent les femmes pour apporter leur contribution. Ça, c'est un fait qui est là, je ne peux pas changer. Maintenant, aux États-Unis, ils ont le mérite de ne pas se focaliser sur l'histoire de la personne qui est en connivence avec, qui est dans une situation d'être jugé pour devenir président. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu peux avoir des devoirs judiciaires, mais tu peux en même temps te projeter pour être candidat, quoi, pour prendre le pays. Alors maintenant, la question, comme elle touche beaucoup d'autres aspects, la blockchain, je ne connais pas. C'est un secteur que je ne connais pas. Crypto-monnaie, j'entends parler, je ne sais même pas à quoi ça ressemble. Donc, il me sera très difficile de voir si c'est important ou ne pas important de suivre. En tout cas, cette dynamique, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui s'en servent pour construire des empires, tant mieux. Mais moi, je ne connais pas. En France, je ne pense pas que cette activité soit développée. Et comme je vis dans une terre française et en Afrique, et surtout l'Afrique francophone, donc je m'y intéresse pas beaucoup. Maintenant, il est difficile de battre deux fois les femmes. Il a gagné. Je ne sais pas si j'ai fait mon choix ou pas, mais en tout cas, il sera difficile de battre deux femmes de façon successive. Il a gagné. Une femme va perdu. Voilà, aujourd'hui. Et ce qui est pur, toujours, c'est les démocrates. Et à chaque fois-ci, la manière dont les démocrates sont engagés, que ce soit Obama, tout le monde. Donc, on voit que c'est des personnes qui veulent aussi rapporter cette élection. Mais les sondages donnent toujours Trump comme favori. Moi, ce que vous avez dit, j'aime bien voilà, les femmes. Mais aux États-Unis, on dit souvent que les femmes seront faibles. Parce que comme c'est une femme, face à certaines voilà, puissances comme quelqu'un comme Poutine, on a besoin de quelqu'un comme Trump pour faire face. Bon, je ne sais pas, c'est... En tout cas, moi, la question, je vais l'interpréter sur une question de famille, ou une question d'entreprise, ou une question banale. Aujourd'hui, si vous avez une femme qui occupe une responsabilité, quand elle doit décider, elle y met plus son cœur, comme mère de famille, comme manager. Mais quand il s'agit d'un homme, il peut tout de suite trancher suivant la logique. Ouais. Et j'aime beaucoup cette dose que la femme apporte dans la prise de décision, la dose humaine. Donc, c'est comme ça que je vois la question. C'est très intéressant. Une dernière question, parce qu'on est en train de signaler le temps, je pense que c'est fini. Alors, aujourd'hui, on ne peut pratiquement rien faire sans Internet, sans la technologie, sans aujourd'hui les nouveaux outils, moyens de communication. Selon vous, quelle est la place de la technologie, d'Internet, des réseaux sociaux dans le monde de l'entrepreneuriat aujourd'hui? Alors, je vais particulariser dans le monde de l'entrepreneuriat en Afrique. Oui, je préfère. Internet a pris une place considérable. Sans Internet, certains entrepreneurs auront des difficultés à subvenir au développement de leurs activités. On est bien d'accord. Mais cela doit nous conduire à réfléchir. Et si Internet n'existe plus pour une semaine? Ça va être très compliqué. Oui, c'est pourquoi nous, en Afrique, on a d'autres priorités. Aujourd'hui, on a focalisé notre business sur ce que les autres font. Et si ce que les autres font, on ne peut plus y avoir accès, qu'allons-nous faire pour la suite? C'est ça qui me préoccupe, moi. Au lieu de me préoccuper sur l'impact d'Internet, ou l'efficacité d'Internet, ou l'apport d'Internet, je me préoccupe sur et si on n'a plus Internet? Et un entrepreneur aussi, c'est quelqu'un qui joue sur les deux tableaux. Malgré sa prise de risque, il est toujours sur gauche-droite. Ça réussit pas. Comment il faut faire? Il est toujours sur une double manette. Et c'est important. Donc cela doit nous pousser à réfléchir sur nos modèles économiques. Cela doit nous pousser à regarder de près nos écosystèmes. Cela doit nous inquiéter et doit nous pousser à construire selon notre identité. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est un grand plaisir, Michel Am. Donc, avec vous, il y a beaucoup de choses
à dire. Hein. On a appris beaucoup de choses. Donc, on pouvait même continuer, mais comme c'est une question de temps, donc c'est un grand, grand plaisir. On est très, très content, ravis de partager ces moments avec vous. Je pense que la communauté a appris beaucoup de choses et vous allez témoigner sur les commentaires. Donc, je vais vous laisser donner votre mot de la fin avec la communauté qui vous suit un peu partout à travers le monde. S'il y a quelque chose que vous avez envie de dire que je n'ai pas eu à vous demander, peut-être, voilà, vous êtes libre. Rien de particulier à compléter par rapport aux questions qui ont été posées. J'estime, avec cœur ouvert et conviction, avoir apporté mes points de vue. Je m'en arrête là sur la partie contenu. Mais comme il s'agit de la communauté et tu m'as demandé d'adresser quelques conseils, je dirais ceci en 3 mots. Premier élément, une personne qui veut réussir doit apprendre à connaître son environnement. Le sens de l'observation doit être développé à ce niveau, mais c'est important de lire. La lecture est fondamentale pour quelqu'un qui veut aiguiller son esprit. Sens de l'observation avec une documentation complète. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on veut s'engager dans un processus de réussite, c'est d'évaluer ses capacités et de commencer en fonction de ses moyens. J'ai compris que j'ai de la force pour nettoyer une maison. Ça peut être une activité sur laquelle je peux me baser pour concrétiser une affaire. Et j'y vais avec les moyens du bord et je perfectionne mon modèle au fur et à mesure que j'avance dans mes activités. Le troisième élément, c'est de ne pas avoir forcément peur du jugement des gens, des trahisons, des expériences non réussies, de la jalousie, de la méchanceté. Il faut y aller, ces éléments seront toujours avec nous dans le monde. Ces éléments seront toujours des obstacles, mais un entrepreneur n'a pas peur des obstacles parce que c'est un homme de défi, c'est un acteur majeur, c'est un incontournable, c'est un honorable champion, c'est quelqu'un qui innove. Donc, il n'a pas besoin de se focaliser uniquement sur la contrainte. Ce qu'il a comme force, c'est qu'en face de la contrainte, il a toujours la possibilité de réfléchir pour trouver des solutions. En te remerciant, en hésitant surtout sur la lecture, j'ai eu la chance d'écrire des ouvrages qui ont des contenus africains et qui peuvent donner goût à des personnes qui veulent entreprendre, de commencer avec des petites choses. L'avenir nous appartient en tant qu'humains uniquement et chacun de son côté a dans son environnement immédiat les éléments qui peuvent lui donner l'opportunité de commencer à réfléchir sur comment améliorer ce que je fais ou comment commencer une petite aventure ou comment chercher un travail avec mon parcours. Il y a énormément de choses qui peuvent se faire. L'essentiel, c'est de commencer. Et je termine avec l'effort et l'engagement. Merci. Merci. Donc, c'était Michel Lam, donc, que vous connaissez très bien, hein, donc, très, très brillant donc, sur les explications. Donc, moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très content d'avoir cet honneur et je pense que vous aussi. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo, liker, faire des commentaires, c'est toujours un plaisir. Et citez-nous la personne aussi que vous voulez encore revoir sur cette rubrique podcast avec Entreprendre autrement. Et merci infiniment. N'oubliez pas d'aller sur la barre de description. Il y a aussi un lien qui pourra vous permettre de télécharger une formation de 10 modules que j'ai fait sur la crypto-monnaie. Comme vous le savez très bien, on parle beaucoup de la crypto. C'est notre activité phare. Donc, c'est un secteur d'activité qui peut aider beaucoup de personnes à développer beaucoup, en tout cas, de choses. Et c'est un moyen de créer des passive income, donc des revenus passifs. Voilà, donc allez-y sur la barre de description. Donc, c'est un plaisir. Donc, merci beaucoup. Merci, Michel Lam. Merci à toute l'équipe technique. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à réaliser aussi ce podcast. Donc, on se donne rendez-vous à la prochaine.